Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs, table ronde un peu masculine, je suis désolé, mais on fera le possible pour équilibrer nos propos en contrepartie. Donc aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. On peut reprendre peut-être là où s'arrêtait la table ronde précédente d'une certaine façon, qui est une maxime un peu sibylline, comme le rappelait Nawal juste avant, puisqu'elle laisse en fait l'ensemble de la charge de l'interprétation aux opérateurs. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans le concret de la question qui se pose en termes d'ouverture de données, surtout au regard d'un élément de transformation très important, et ça je pense ça aurait échappé à personne, c'était la thématique de la Biennale il y a 2 ans, qui est l'éruption, l'arrivée et le déversement de l'intelligence artificielle à tout niveau des organisations, notamment celles qui sont très impliquées dans la diffusion numérique. Donc avec ces éléments de transformation technologique, ça réinterroge aussi là, assez largement, bien sûr, le paradigme d'ouverture et les axes stratégiques qui avaient été peut-être définis par les organisations, qu'elles soient plutôt privées, publiques ou qu'elles soient dans le monde universitaire, strictement dans la connaissance, ou plus largement impliquées tout simplement dans la circulation des informations. Donc beaucoup d'éléments qui nous invitent à revisiter un petit peu les axes stratégiques en termes de données, de data, à l'aune, effectivement, de l'intelligence artificielle et maintenant des finalités qu'on identifie en partie mieux. Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu sur les glissements parfois du monde de la data vers le monde de l'IA. Et effectivement, cette sémantique aujourd'hui parle beaucoup à des utilisateurs au quotidien qui se disent « Ah tiens, je vois enfin, puisque je comprends que l'IA c'est une émanation de la donnée, je comprends enfin à quoi servent ces grands corpus, moi, dans ma vie quotidienne de professionnel ou de citoyen, tout simplement. » Peut-être deux choses qui montrent bien un petit peu le paradoxe dans lequel on est avant de présenter les intervenants et puis leur laisser la parole. Effectivement, des injonctions contradictoires par rapport à cette ouverture de l'IA. On voit bien qu'on est tous un petit peu travaillés sur cette question en termes d'ouverture de données. Ce qui a été publié il y a 12 mois à peu près par le Data Provenance Initiative, un collectif de chercheurs, qui montrait que suite à l'éruption de l'IA en 2023, notamment ChatGPT, pour le nommer, il y avait 30% des plus grands sites du monde qui s'étaient fermés, qui étaient revenus sur leur stratégie d'ouverture, donc des New York Times, des Huffington Post, surtout des grands médias américains, mais aussi français, et qui interrogeaient en se disant, tiens, effectivement, est-ce qu'on va vers une fermeture du web? Est-ce que c'est la mort du web ouvert et de l'ouverture de la donnée, certes non structurée, mais qui est celle du web, qui constitue le web, avec l'éruption de ces bots, ces robots qui pompent le trafic et qui constituent aujourd'hui, vous le savez, plus de 50% du trafic du web en général, et progressivement de plus en plus. Et puis de l'autre côté, un peu en contrepartie, d'autres acteurs, je pense à Playas, qu'on a pu un petit peu côtoyer dans le contexte du GF2I, qui est un opérateur qui se propose plutôt de rassembler des corpus et effectivement de préparer le travail pour des IA pour favoriser peut-être le transfert des corpus d'open data vers les opérateurs d'intelligence artificielle. Donc des mouvements très contradictoires, et on va essayer de les interroger avec nos intervenants et les experts qui sont ici rassemblés pour vous éclairer sur ces questions. Je vais les présenter de gauche à droite et je vais vite leur laisser la parole. Philippe Masseron, qui est directeur général du GF2I, du groupement français de l'industrie de l'information, et qui a ce poste éminent après une trentaine d'années passées dans le domaine du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Il reviendra, il sera plus précis que moi, notamment après avoir dirigé, évolué une trentaine d'années au sein du CFC, du Centre français d'exploitation du droit de copie. Donc avec une large expérience un peu de ces questions d'ouverture, de circulation et d'équilibre, y compris économique, juridique et économique. Bruno Marmol, donc juste un peu plus à gauche, qui est directeur de plateforme et des directeurs techniques au CCSD, qui est un collectif, une infrastructure du CNRS, si je ne dis pas trop de bêtises, qui porte notamment la plateforme HAL, qu'on connaît bien, mais aussi des plateformes comme Epicence, et qui a lui-même évolué avec un lourd bagage technique, si je peux dire, après une vingtaine d'années passées à l'INRIA, qui est un autre organisme qu'on voit souvent mentionné quand on parle d'intelligence artificielle et de big data, plus largement. Et Christophe Drault, donc à l'extrême gauche, si je puis dire, mais donc directeur général de DPO Consulting, qui est donc plutôt notre spécialiste des questions de données personnelles. On l'a vu, effectivement, qui sont un sujet particulier, qui est aussi interrogé par l'irruption de l'IA, et plus largement, et qui a aussi œuvré une dizaine d'années donc, en tant que responsable de la donnée de DPO à CDC Habitat, et d'autres expériences qui viennent d'autres mondes que strictement le monde universitaire ou le monde de la connaissance. Peut-être on peut commencer par vous donner la parole et par un petit tour de table où chacun pourra donner un peu cette vision, un peu du moment dans lequel on est, et puis de son point d'observation particulier, en essayant d'être très appliqué, de donner des retours d'expérience un peu concrets à l'Assemblée. Alors, comme je tiens le micro, je vais commencer. J'ai rien à ajouter sur la présentation, Thomas, que tu viens de faire me concernant. Plus de 30 années dans la gestion collective du droit d'auteur, ça signifie que c'est le prisme par lequel je vais intervenir sur cette table ronde.
avec pour moi une réflexion première qui est celle de dire on n'est même pas dans un paradoxe. Quand je lis l'intitulé de cette table ronde, pour moi on est dans l'oxymore et dans l'injonction. Ce qui devient compliqué à gérer, en particulier pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, pour les titulaires de droits d'auteur, ceux que je vais essayer de vous présenter un petit peu plus largement en essayant d'analyser, d'essayer de comprendre quelles sont les stratégies qui sont possibles pour eux. Il n'y en a pas énormément, sachant qu'en plus, on peut quelque part dire que la question est dépassée pour eux. Parce que les modèles d'intelligence artificielle générative, hein, c'est de cela dont on parle aujourd'hui, ils ont déjà été entraînés. Alors, ils continuent à s'entraîner, bien évidemment. Mais ils ont utilisé des datasets qui ont inclus bien évidemment des œuvres protégées par le droit d'auteur. Alors vous allez me dire, des œuvres protégées par le droit d'auteur, ils s'en créent tous les jours, donc les flux sont constants, ou en tout cas continuent à être très présents, et il y a sans doute des quantités colossales de contenus protégés qui n'ont pas encore été utilisés pour alimenter ces modèles. Mais pour un certain nombre de ces ayants droit, la question quelque part est dépassée. Néanmoins, il ne s'agit pas de l'oublier et de faire comme si elle n'avait pas existé. Donc on a des positionnements aujourd'hui, on les a déjà un petit peu évoqués ce matin notamment, qui sont particuliers, avec également un autre facteur qui est important, c'est que ce ne sont pas les ayants droit qui détiennent le pouvoir de la négociation dans ces dossiers. Ce sont les fournisseurs de services d'intelligence artificielle qui sont à la manœuvre. Ce sont eux qui ont le poids. Même si on peut faire le constat que ce sont des contrefacteurs, qu'ils ont déjà utilisé des quantités considérables de contenus protégés sans aucune autorisation. Reste à savoir ensuite s'il fallait cette autorisation ou pas, mais il y a un cadre juridique qui quand même le prévoit. Les ayants droit ont peu la main. Alors, je ne vais peut-être pas développer tout mon propos dès à présent et passer la parole à mes camarades. Merci Philippe. Merci. Donc moi, je vais donner une vision un petit peu plus technique de la problématique de protection, on va dire, parce que, comme le disait Thomas, donc la proportion de bots qui circulent sur Internet est vraiment effroyable. On annonçait 51%, je pense qu'on est bien au-delà, et notamment sur les sites fournisseurs de contenu comme HAL, je pense qu'on atteint plus les 80-90% de circulation de bots. Et ça crée d'énormes problèmes, des problèmes de service, puisque finalement, on qualifie ça de bad bot. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des bad bots, des bots qui crawlent de façon très sauvage. Mais avec l'arrivée de l'IA, ces bad bots, ils ont augmenté. J'ai un graphique sur lequel, à un moment donné, en un mois, il y a 45 000 machines qui nous ont crawlé. C'est juste énorme. Et bon, quand ça arrive dans une journée, je peux vous dire que la plateforme HAL, elle en prend un grand coup. Et donc c'est un impact énorme par rapport aux utilisateurs qui ne peuvent plus accéder au site. C'est un impact aussi environnemental, on en a parlé ce matin. Je donne souvent cet exemple. On avait des serveurs qui nous faisaient des alertes de température parce qu'ils tournaient tous à plus de 80 degrés. Et à un moment donné, on a bloqué des robots et hop, les alertes, elles ont diminué. Donc ça veut dire que finalement, nos machines, elles tournaient à fond les ballons en consommant de l'électricité, etc., juste pour des robots d'AI qui en plus récupéraient des contenus complètement stupides. Donc ça a un impact de service, un impact environnemental qu'il ne faut pas négliger. Merci. Je suis un ancien DPO. Pendant 10 ans, j'ai travaillé pour une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui travaille dans le logement social et l'hébergement, mais aussi dans le logement privé. Donc, une forte tension entre mes sociétés qui ont besoin de faire de l'argent, et puis les données particulièrement intimes des candidats à un logement, puis des locataires qui sont par ailleurs aussi des clients qui doivent payer, et puis parfois il y a des contentieux, et puis il y a des consommations, etc. Donc la problématique dans laquelle j'étais, en plus les DPO, on est
On a une sorte de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on devrait normalement défendre nos entreprises et on a un petit amour pour cette législation quand même, qui, sans morale, sans éthique, mais qui est assez bien fichue dans le sens où elle repose sur des bases très fortes, hein, l'article 9 du Code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de la vie privée. Or, la vie privée, à un moment, elle est gardée quelque part. Je veux bien confier à un tiers certaines données pour que je puisse accéder à un logement, pour que je puisse payer mon logement, pour que je puisse utiliser l'ascenseur, utiliser mon régulateur thermostatique, etc., etc., etc. Mais est-ce que j'ai autorisé à ce qu'on vienne me relancer pour des nouveaux produits, à ce qu'on échange entre les différentes sociétés du groupe CDC Habitat, 19 sociétés, certaines vendent des produits qui peuvent intéresser. Est-ce que ce fichier-là, c'est un fichier ami, c'est un fichier frère, hein, on fait partie de la même boîte, et donc est-ce que je peux faire confiance à mon bailleur qui m'apporte une protection, mon logement, c'est très intime, et qui finalement va ouvrir certaines de mes données à d'autres personnes. Il va les ouvrir à d'autres sociétés, il va les ouvrir par exemple à un concessionnaire, je vais en citer plusieurs comme ça il n'y aura pas de jaloux, Ista, Iserba ou autres, qui sont des gestionnaires de réseaux de chauffage et qui mettent des capteurs particulièrement intrusifs sur beaucoup de choses. Et cette donnée ensuite, parce qu'on a négocié un très bon prix avec le chauffagiste, cette donnée ensuite est enrichie et utilisée par le chauffagiste pour d'autres choses. Donc je me retrouve dans une situation où mon bailleur de mon chez-moi, de mon intimité, de mon lieu privé, utilise des données qui sont très puissantes pour ma vie privée et va les confier à d'autres personnes pour des raisons qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. Si c'est pour diminuer le coût, eh bien que je puisse au moins participer à vérifier si les données sont bien protégées. Et ma camarade de Sciences Po tout à l'heure a bien dit, on peut rien maîtriser derrière ça. Donc la notion de la protection qui va se poser, on va voir quand même après, on a des questions techniques, on a des questions juridiques, on a des questions d'usage, mais la question de la protection va à l'encontre du fait que dès que j'ai confié ma donnée personnelle, mais je pense que c'est la même chose au niveau des droits d'auteur, j'ai confié à mon éditeur le soin de pouvoir éditer mon ouvrage, et je ne sais pas ce qui... Enfin, j'ai été auteur chez plusieurs ouvrages chez Dalloz, j'ai vu qu'une partie a été quand même un petit peu réutilisée par d'autres auteurs de chez Dalloz. Que faire? Voilà. Donc c'est des problématiques sur lesquelles, à un moment, il y a un abandon de l'individu ou de l'entreprise ou du créateur de sa propre donnée parce qu'on est dans une économie de partage. Et donc la tension qui va exister, mais je pense qu'on va en reparler après, c'est la tension entre ce partage qui est nécessaire parce que j'ai besoin de ce logement, j'ai besoin des objets connectés, j'ai besoin de tout un tas de choses, et puis la protection qui me fait prendre un risque par rapport à ma destinée propre d'auteur, ma destinée propre de détenteur d'un brevet, ma destinée propre d'un poète qui a écrit un poème et qui ne voulait pas qu'il soit lu par la terre entière parce qu'à un moment il va être réutilisé, il va réussir. Je reprends le studio Ghibli qui malheureusement a été transformé de façon hyper mercantile par des IA génératives sur lesquelles maintenant on peut tous se faire retirer le portrait à la manière de Miyazaki, et c'est terrible, puisqu'il y a une dépossession. Et sans parler bien entendu des données à caractère personnel, mais je pense qu'on en reparlera après. Eh ben, on va essayer de rebondir un peu là-dessus directement. Moi, une des questions que j'avais envie de poser, c'est on voit qu'on vit la fin d'une certaine époque en termes de circulation et du web tel qu'on l'a connu, avec une évolution notamment des moteurs de recherche, hein, qui ne fonctionneront plus pareil, qui ne seront bientôt plus des moteurs de recherche, mais des moteurs de réponse. On nous l'a déjà annoncé, et la transition est en cours. On le voit dans la circulation de l'information, où d'autant plus que certains acteurs ne sont même plus des moteurs de réponse, sont même des navigateurs Internet, avec OpenAI qui lance Atlas, et qui est un navigateur, où là, la question de l'aspiration des données est tellement mécanique et systématique que la question de la protection, on se demande même ce qu'on arrivera à protéger à partir du moment où l'environnement, voire l'OS de notre ordinateur, sera un outil d'aspiration de données. Vaste question. Mais moi, la question que j'avais envie de vous poser à chacun, c'est sur la question du partage et quelles sont les bonnes stratégies là-dessus de référencement. Qu'est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, puisqu'on voit qu'une bonne partie de la question de la circulation et la structuration
de services comme HAL, comme d'autres qui évoluent au sein du GF2I, où la façon dont des acteurs ont pensé la circulation des données, c'était beaucoup pensé dans une architecture web où le moteur de recherche était redistributif de trafic, donnait de la visibilité, avait une boucle de réciprocité, pour reprendre effectivement des choses qui ont été évoquées ce matin par Valérie Peugeot notamment, avec du don et du contre-don. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies qui, depuis vos points d'observation, vous paraissent payantes en termes de partage vis-à-vis de ces acteurs qui ne sont pas forcément dans une logique de réciprocité et qui ont une capacité à s'imposer et à imposer la captation? Alors, je vais commencer par un propos pessimiste. Si on se place du strict point de vue du droit d'auteur, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de stratégie qui s'avère positive pour les titulaires de droit. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'opposition générale. Je ne vais pas vous faire un cours de droit pour vous rappeler que la directive européenne de 2019 sur le droit d'auteur prévoit une exception dite de text and data mining qui ne s'applique que dès lors que le titulaire de droit ne s'est pas opposé à l'utilisation de ses œuvres pour ce text and data mining. Je mets de côté l'exception qui concerne la recherche pure. Le titulaire de droit, l'ayant droit, c'est pour faire un contrepoint à votre observation tout à l'heure, de l'éditeur qui doit défendre les droits de l'auteur. Le contrat d'édition, il donne ce pouvoir à l'éditeur. Donc aujourd'hui, l'éditeur est en position, est en devoir de défendre de manière globale les droits de son auteur. Petite parenthèse. Chaque titulaire de droit a donc la possibilité d'exercer ce qu'on appelle dans la directive de 2019 un opt-out. La question se pose de savoir comment faire cet opt-out. La directive apporte une réponse puisqu'il doit être fait notamment de manière à être lisible par une machine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités à la fois juridiques de réserver les droits et des possibilités technologiques de réserver les droits à la disposition des ayants droit. Alors vous allez me dire, on est dans le domaine technologique, rien ne sera une arme absolue, certes, mais néanmoins, il y a un certain nombre de choses et il y a un certain nombre des acteurs présents qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout du risque. On en parlait beaucoup tout à l'heure, de risque, on est en permanence dans le risque. S'opposer, ça peut être l'ouverture vers deux chemins. D'une part, celui du contentieux. On le voit aujourd'hui, à travers le monde, il y a près de 90 contentieux à l'encontre d'entreprises fournisseurs de services d'intelligence artificielle générative. C'est 59 contentieux sur le seul territoire américain et c'est une petite trentaine de contentieux qui sont répartis à travers tout le monde. Il n'y a pas un continent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose en Australie en ce moment. Mais comme il y a d'autres contentieux qui touchent à ce domaine en Australie, on peut pas l'exclure. Mais donc on voit que c'est généralisé. Alors il y a bien sûr des acteurs qui concentrent plus que d'autres les contentieux, OpenAI, et puis ses propriétaires divers et variés, donc Microsoft, sont impliqués dans une trentaine des contentieux américains et se retrouvent également impliqués à travers le monde. On a aujourd'hui quelques décisions qui ont été rendues aussi bien sur le terrain juridique américain que très récemment, puisque c'était le 11 novembre, une première décision en Europe. C'est pas la première d'ailleurs. Il y a eu une décision la semaine d'avant en Angleterre, mais sur une base juridique qui est différente. On a aujourd'hui un panel de décisions, enfin on a 4 décisions qui nous disent 2 fois le droit d'auteur n'a pas été mis en cause par l'entraînement des services d'IA considérés, et puis à l'opposé 2 décisions qui nous donnent une décision contraire, un rendu contraire. Donc des choses qui sont pas encore stables. Il y a une autre voie qui est ouverte aux ayants droit, c'est celle de la négociation. Et ça, celle-ci, c'est celle que j'évoquais en fait dès mon introduction en disant oui, mais est-ce que les ayants droit sont en capacité de réellement négocier? On voit que celles des entreprises de services d'intelligence artificielle générative qui veulent négocier choisissent.
les titulaires de droits avec lesquels elle négocie. En France, OpenAI a négocié avec Le Monde, a fait de la même façon en Allemagne et dans d'autres pays où à chaque fois ils ont choisi un interlocuteur. Est-ce que ce n'est pas encore là aussi une forme de refermeture extrêmement forte de la donnée? On peut s'interroger. Alors, il y a une autre voie qui pourrait être utilisée, qui est celle de la négociation collective. Alors, j'en parle facilement en tant qu'ancien de la gestion collective, mais c'est effectivement une question qu'il faut se poser. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs situations suivant je vais dire, les secteurs auxquels on s'adresse. Et c'est lié aux traditions de ces secteurs par rapport à la gestion collective. La musique ne vit pas sans la gestion collective depuis toujours. L'audiovisuel, le théâtre ne vivent pas sans la gestion collective depuis très longtemps. L'écrit vit beaucoup mieux sans la gestion collective. Alors, désormais, il y a recours depuis une trentaine d'années, mais au final, c'est très frais dans la culture et au final, c'est pas rentré dans la culture. On voit bien que la question qui s'est posée aux éditeurs de presse avant même l'irruption de l'intelligence artificielle générative avec l'introduction du droit voisin de l'éditeur de presse qui permettait aux éditeurs de presse de ne plus être sur le seul fondement du droit d'auteur pour défendre leurs droits face à des plateformes, ne s'est pas traduit dans une action collective très forte. Il y a des initiatives, mais elles restent partielles. Donc ça, c'est encore un terrain qui reste à explorer. Et j'aurais encore des petites choses à en dire, ainsi que sur les mesures de blocage. Merci. Alors, comme tout à l'heure, moi je vais avoir un point de vue un petit peu plus technique du fournisseur de contenu pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus envie d'afficher des licences d'utilisation par rapport au contenu pour plus englober finalement le principe des IA, etc. Alors afficher une licence, ça empêche évidemment personne de contourner et de faire ce qu'il veut, hein, mais je dirais que ça c'est la vie. C'est vous mettez un sens interdit, ça n'a jamais empêché personne de passer en voiture. C'est simplement qu'il y a une loi derrière du droit qui effectivement donne l'usage. Mais ce n'est pas une interdiction technique d'afficher une licence, mais par contre je pense que c'est un prérequis vraiment important de vraiment dire dans quelles conditions vous fournissez des données. Et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de clarifier effectivement ce genre de choses par rapport aux IA. Techniquement parlant, il y a un groupe également qui est en train de travailler là-dessus. Donc on a un superbe fichier qui s'appelle le robot.txt, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui vous dit là vous n'avez pas le droit d'aller, là c'est pas bien d'y aller non plus, etc. On veut aussi pouvoir exprimer un petit peu, suivant l'objectif des IA, de dire c'est pas la peine de venir ici ou vous n'avez pas le droit de venir là, donc de pouvoir spécifier un peu pour une machine les différents usages qu'il peut y avoir de votre contenu. Voilà. Après, techniquement, c'est vrai que les IA nous embêtent. Nous, dans HAL, on a un contenu ouvert. De mon point de vue, moi, je ne juge pas de savoir si je dois interdire une IA de venir chercher un contenu ou pas. J'essaye surtout d'empêcher ces IA de venir détruire le site. La difficulté, c'est d'arriver à les repérer. Et donc, les bad bots, comme on les appelle, ils ont toujours existé. Mais là, ils sont vraiment en quantité absolument effroyable. Et je vous parlais du robot.txt. Normalement, vous faites un robot.txt, vous pouvez espérer que les gens ne vont pas venir. Sur HAL, on a en moins de 4 millions de pages significatives. J'ai des bots qui sont venus chercher plusieurs milliards de pages parce qu'ils crawlent la recherche dans tous les sens, n'importe comment, etc. Et là, la combinatoire d'URL est tellement importante qu'ils sont capables de passer des jours et des jours en écroulant le site à récupérer une information qui n'a aucun intérêt, ni pour eux, ni pour quoi que ce soit. Donc il faut qu'on arrive à les repérer, c'est pas évident, on en repère un certain nombre. Ce qui est affreux, c'est qu'on n'a pas envie non plus de bloquer les gens sympas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui respectent, même des bots d'IA qui respectent parfaitement ce genre de choses. Donc il faut arriver à faire la part des choses. Le COAR, qui est la confédération des repositories en archives ouvertes, a monté un groupe un petit peu là-dessus, déjà pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour arriver à mieux maîtriser le phénomène.
Et puis nous derrière, c'est qu'on a peut-être aussi envie de partager du blocage, parce que c'est quand même des gens, autant vous parliez des indexeurs, on avait vraiment envie d'être fortement indexé, parce que c'était la visibilité des fournisseurs de contenu qui était en jeu. Sur les IA, je pense que ils amènent aussi une visibilité, puisqu'ils vont aussi vous conduire, ils vont aussi extraire des pages de chez vous pour les montrer, etc. Mais dans une autre partie, je pense qu'ils sont aussi demandeurs d'informations fiables, de qualité, etc. Et donc, si on commence à dire, vous vous comportez mal, donc on vous bloque, et on vous bloque sur l'ensemble de tous ces gens, c'est quelque chose qui peut avoir aussi un impact sur eux pour qu'ils se comportent de façon un petit peu plus, je veux dire, responsable. Ce qui a changé depuis quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup de régulations nouvelles qui sont arrivées. Ceci dit, le CAS a déjà eu lieu. La plupart des données anciennes sont déjà absorbées. Soit elles ont été utilisées massivement, soit elles sont gardées par des opérateurs qui vont s'empresser dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, mais je pense que dans les mois, ça va suffire, à pouvoir penser, maîtriser les choses, mettre sur un environnement complètement protégé ces données, quitte à les anonymiser. Alors, le petit guillemet est fait ainsi parce que l'anonymisation parfaite n'existe pas. Elle est impossible à imaginer que on est sûr qu'il n'y aura jamais un modèle qui permettra de recouper à un niveau de calcul algorithmique tel que des signaux très faibles vont permettre de reconstituer une donnée qui sera très fiable et qui permettra de réidentifier une personne. Là, je parle sur la partie données personnelles. Je pense que peut-être que Jack l'Éventreur a eu la chance de ne pas laisser d'ADN, ou en tout cas on ne sait pas où l'a laissé. Il l'aurait laissé, on aurait pu refaire les choses. Pasteur a découvert comment le virus de la rage en allant observer plus loin et en allant chercher une capacité d'analyse et de traitement de la donnée qui lui a permis de finalement révéler au monde des choses qui étaient là. Donc la question, je reviens à mon dossier de demande de logement d'un locataire qui soit dans le public ou dans le privé, vous allez chez l'agence Foncia ou vous allez chez Action Logement, pour prendre quelqu'un d'autre que CDC Habitat, à un moment, les données elles sont stockées là. On les garde pour différentes raisons, soit pour des raisons obligatoires, légales, parce que il faut pouvoir justifier qu'il n'y a pas eu l'accès à un logement social de façon illégale, soit on les garde parce que on a un intérêt à savoir que tel locataire est venu, et là je vais prendre l'exemple de Foncia, qui a été plusieurs fois condamné par la CNIL, et qui a essayé d'aller en cassation auprès du Conseil d'État pour qu'on ne cite plus Foncia, parce qu'ils avaient régulièrement enfreint la loi, et c'est perdu à chaque fois. Et on est sur un modèle sur lequel il y a un intérêt à garder une donnée dont on ne sait pas si on en aura besoin, mais sur lequel potentiellement on se dit on va pouvoir la mélanger avec d'autres, ça servira à quelque chose, y compris dans le cadre d'un contentieux avec le locataire. Donc voilà, je trace l'inutilité de la conservation de certaines données pour des finalités ultérieures qui ne sont même pas encore déclarées. Et là où c'est intéressant entre l'ancienne loi informatique et liberté qui date quand même de 1978, alors qui a été vite suivie aussi par la création de la CADA, qui a permis l'accès aux documents administratifs et sur lequel on voit parfois certains contournements de la protection à la vie privée et des protections de la vie privée. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'adresse des dirigeants dans le cadre des répertoires INSEE et de l'INPI. Effectivement, à un moment, il y a des contradictions qui se font. Mais quand même, il y a une tendance à se dire, au lieu de pouvoir laisser chacun traiter des données dès lors qu'on lui a donné une autorisation, c'est qu'on lui pose la question par les risques. Est-ce que tu t'es posé la question du risque que tu fais prendre à garder et à traiter des données personnelles? Et pour l'instant, on est vraiment au prolégomène des premières jurisprudences. Ça reste timide, c'est pas encore très fort, et c'est là où je vais venir. Je suis pas juriste, mais je crois beaucoup en ces réglementations. Ces réglementations, elles sont dissuasives, non pas pour l'ampleur de l'amende, qui reste quand même assez faible, notamment pour certains grands groupes internationaux, mais en termes d'image, c'est une terreur. Quand on est DPO, la force qu'on a, souvent, c'est de dire, pas de problème, vous aurez peut-être une procédure simplifiée, vous aurez 20 000 balles de sanctions, mais vous serez projeté comme étant un mauvais élève, et la confiance des utilisateurs
va s'effriter. Et ce qu'apporte cette réglementation, ce n'est pas une escalade technologique, parce que, vous l'avez dit, hein, les robots ont une telle puissance pour jusqu'à faire tomber des serveurs, ou en tout cas les faire monter dans des températures extrêmes. Eh bien, la technologie, de toute façon, ne résoudra pas les choses. Ce qui résoudra, c'est la notion de la confiance. Et la notion de la confiance, pour l'instant, elle passe par un tiers de confiance, qui est la régulation. Elle pourra passer peut-être un jour, j'en sais rien, par... alors, vous avez parlé d'extrême gauche, donc c'est un exemple, ce que je dis, par des formes de boycott fort, de second marché de la donnée, de biais alternatifs pour pouvoir travailler sur l'interprétation de ma donnée pour créer ensuite un acte. Un tiers de confiance. Les tiers de confiance, on en connaît dans plein de lieux. Il n'y a pas besoin de dire à son médecin « écrivez pour mon fils pour qu'il puisse ne pas faire cette sortie scolaire qu'il a, et hop, mettez-moi tout le diagnostic, mettez juste « il est inapte pour ». Et cette notion de tiers de confiance, on est en capacité à la faire, et ce n'est pas une technologie qui le fera. C'est une réinterprétation de notre manière de transformer une donnée en une information pertinente qui, elle, va être pouvoir ouverte, elle va pouvoir être partagée. Et quand on revient sur les cadastres, les cartes postales ou ce genre de choses, à un moment, c'est l'irruption de cette donnée très privée dans un domaine très ouvert qui pose problème. Pour ce qui est passé, je pense que c'est foutu. Pour ce qui est de l'avenir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, et je pense par exemple aux objets connectés, je pense par rapport à tout le risque qu'on a avec le crédit social chinois qui est public en Chine, mais qui est privatisé en Occident à la main de quelques multinationales états-uniennes. On est sur des problématiques où on va devoir changer en fait la partie de la donnée qu'on confie à quelqu'un qui nous permettra non pas de bien l'anonymiser, parce que je ne crois pas à l'anonymisation, mais qui permettra de transformer en simplement la seule information nécessaire. Donc voilà, c'est peut-être un nouveau marché qui devra se définir, et pendant encore quelques années, ou quelques décennies, on est comme après l'invention de l'écriture, mais de l'imprimerie, on va avoir une recomposition de la possession même du savoir, de la possession de la donnée, et qui fait qu'il va y avoir un certain nombre de victimes et un certain nombre de personnes qui vont gagner. Et la question qui va se faire, c'est comment diminuer ce temps. Et je crois beaucoup à ces notions de régulation en Europe. Et peut-être un dernier petit tour de table, parce que je vois le temps qui passe à une vitesse incroyable, peut-être pour rebondir sur ces questions de confiance et de nouveaux modèles économiques, une nouvelle économie aussi saine que possible de la donnée, si on peut dire, vous entendre peut-être un peu sur cette question, on parle de ce mur de la confiance, l'IA elle-même est confrontée à ça. On disait ce matin que c'était quand même détruire l'écosystème dans lequel l'IA évoluait elle-même, et ces acteurs technologiques ne pourront pas être complètement hors sol indéfiniment. Donc l'explicabilité de l'IA, la transparence des données, est-ce qu'il n'y a pas des solutions ou des choses que vous entrevoyez à votre niveau qui pourraient aller dans le bon sens et qui sont des pistes pour l'avenir? Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour commencer. Est-ce que d'autres veulent le faire? Merci. Bruno. Alors, moi, je suis toujours un petit peu embêté parce que avec les informations personnelles, je ne sais pas combien d'entre vous lisent les conditions des sites, d'accord, et notamment quand vous avez, est-ce que vous acceptez les cookies ou pas? Est-ce que vous acceptez que je passe vos informations personnelles à 194, voire 900 partenaires? J'ai déjà eu un site, comme ça, si je faisais le total, il y avait 900 partenaires. 99% des gens, je pense, acceptent. Et donc, ce qui m'embête un petit peu avec la régulation, etc., c'est qu'il y a aussi des façons de tourner. Ces sites-là sont complètement en accord avec le RGPD en vous proposant de soumettre vos cookies à 700 sites. Ils sont en accord, il n'y a aucun problème. N'empêche que vos données, elles sont parties comme ceci. Et quand on parle de recoupement avec les cookies, on fait des choses absolument extraordinaires. Donc voilà, vous allez sur un site, Google sait tout. Je veux dire, avec Google Analytics, il est capable de récupérer votre adresse IP quand vous passez à plein de gens. Je ne suis pas le spécialiste de la sécurité web, mais j'ai vu pas mal de soucis comme ça. Et voilà. Et donc, pour l'IA, pour ce genre de choses, est-ce qu'on ne va pas être finalement dans la même chose? Donc moi, c'est un peu une crainte qu'on ait du mal à réguler parce qu'on est capable de noyer le poisson, quoi. Donc dès le moment où
où on arrive à récupérer des choses et à tordre. Aujourd'hui, les IA sont peut-être, entre guillemets, pas très performantes parce qu'on voit le plagiat, on voit la réutilisation, mais ça fait pas longtemps que c'est né, donc c'est pas très mûr. Dans quelques années, ça sera bien amélioré. Et je suis pas sûr qu'on ait la capacité de voir aussi bien que ça les choses produites par IA, le plagiat fait par une IA et ce genre de choses. Donc voilà, donc je pense qu'on a à la fois du souci à se faire et puis à la fois c'est un outil, donc on en fera aussi ce qu'on en fera. Mais voilà, c'est pas simple. Effectivement, le cas s'est déjà réalisé, hein, de toute façon. Et c'est pour ça que la question de la régulation, c'est pas de sanctionner, mais c'est d'acculturer sur cette problématique. C'est de faire prendre conscience que est-ce qu'on a besoin de tout partager pour accéder à peu. Vous parliez de la question des cookies. Je fais partie de ces rares personnes, alors peut-être parce que j'écris aussi ces clauses, qui refusent. Pourquoi ? Ben parce que je sais que ma vie est exposée et que ça en vaut pas le coup. Voilà. Mais pour arriver à ça, bah, il a fallu que professionnellement et puis peut-être en termes d'intérêt sur le sujet, ben, je m'y mette. Mais au sein du bureau du DPO à CDC Habitat, j'avais 5 juristes, dont une qui me disait, tu sais ce qui m'embête quand même, c'est qu'on est en train de faire prendre conscience aux gens que c'est mal, et donc après, ben, moi je vais me sentir coupable d'accepter toutes les propositions qu'on me fait sur Sarenza, qu'on me fait sur Amazon, etc. Et donc cette notion du doux abandon, de cette facilité, j'accède à un service parce que finalement ça me coûte pas cher et je pense que je n'ai aucun risque. Cette notion de cette perception-là, effectivement, c'est là que se joueront les choses. Mais au niveau de l'outillage, de la technologie, de toute façon, il n'y a rien pour l'instant qui peut garantir ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas partager des données ? On revient sur la question, je reprends la question du cadastre parce qu'elle est quand même nécessaire. Si à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui détient l'information que ce bout de terrain, il appartient à quelqu'un, ça pose un vrai problème. La question, c'est est-ce qu'il faut rendre accessible, notamment avec la rapidité d'exécution des machines aujourd'hui, toute l'information, ou dire il y a un lieu quelque part où vous pourrez, en cas de problématique, en cas éventuellement de contentieux à faire parce que quelqu'un peut empiéter sur votre terrain, vous allez pouvoir entreprendre l'action qui vous permettra de rétablir vos droits. Et la notion de la donnée est nécessaire d'être partagée pour pouvoir avoir la bonne information, je n'y crois pas sur la longue durée parce qu'il y a un marché à un moment qui va se refaire, qui va se reconstruire. Et ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre plusieurs générations. Je pense qu'on a des étudiants qui sont ici qui construiront, je pense, le modèle qui sera viable. Mais la prochaine décennie, pour moi, en tant qu'acteur des libertés publiques, même si je dirige une société privée, en tant qu'acteur des libertés publiques, je pense que pour l'instant, c'est perdu. Mais c'est pas grave, on construit quelque chose sur la durée, d'où l'intérêt pédagogique de ces régulations. Philippe, un tout petit peu d'enthousiasme ou pas quand même ? Oui, quand même. Je voudrais pas ne pas répondre à ta question. Je pense que, d'abord, il y a un mot qu'on a déjà prononcé au long de cette journée, qui est le mot licence, qu'il faut envisager dans toute sa diversité et qu'il faut avoir vraiment très présent à l'esprit, qu'il faut réhabiliter, je dirais, si jamais il a été déshabilité. En tout cas, ça me semble être l'outil, c'est pas une arme, c'est un outil que les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent rechercher à appliquer le plus possible. Je pense également que c'est dans l'intérêt des fournisseurs d'intelligence artificielle de rentrer dans ce jeu. Parce qu'il y a une autre question qui se pose, qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, c'est celle de la production des IA génératives. Et là aussi, il y a une question de droit d'auteur qui se pose. C'est la question de savoir si ces productions vont pouvoir bénéficier d'une protection. Alors, quand je dis d'une protection, c'est pourquoi pas la protection par le droit d'auteur.
Alors, on a un certain nombre d'éléments juridiques aujourd'hui qui nous permettent de penser que ça va être très compliqué. Il va falloir un chausse-pied très spécial pour pouvoir faire rentrer les créations d'intelligence artificielle dans, je dirais, le moule du droit d'auteur. Ça semble difficile. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à ouvrir, au moins l'ouvrir, hein, je pense, autour de la création de quelque chose d'autre dans l'ensemble de la propriété littéraire artistique? On distingue aujourd'hui le droit d'auteur stricto sensu, le droit d'un auteur sur sa création. On a à côté les droits dits voisins, qui sont les droits de producteurs, d'artistes, interprètes en matière de musique, en matière audiovisuelle, et dernièrement le droit des agences et éditeurs de presse. Et puis on a un troisième droit qui existe et qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est le droit du producteur de base de données, qui est antérieur d'ailleurs au droit voisin de l'éditeur de presse, par exemple. Alors certes, qui a été peu exploité dans son temps d'existence, dans sa petite quarantaine d'années d'existence. En apparence, c'est vrai que c'est un droit qui a généré très peu de contentieux. Donc, quelque part, on se dit, bah, en fait, il n'a pas existé. Mais en fait, il a très bien existé de manière contractuelle. Beaucoup de contrats de fourniture de services informatiques incluent en fait des éléments de ce droit des producteurs de base de données sans qu'on le voit de façon très, très, très spécifique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, pour les productions de l'intelligence artificielle, à se poser la question d'un droit de ce type? Moi, je pense que c'est un élément favorable, justement, à l'intégration des fournisseurs de services d'intelligence artificielle générative dans ce cycle de la propriété intellectuelle. Alors, c'est peut-être une vision un peu optimiste, mais je pense que le coup vaut d'être joué. On se rapproche très fortement de la pause et peut-être il y a peut-être une ou deux questions malgré tout avant de vous libérer et de profiter un petit moment de rafraîchissement. Merci. Oui. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Marmol. Face effectivement au scrapping massif dont vous nous avez parlé, est-ce qu'actuellement les équipes de HAL réfléchissent à des dispositifs techniques spécifiques, notamment d'authentification, en tout cas pour identifier, distinguer Alors, l'authentification, non, parce que ce serait vraiment trop pénalisant. Sinon, on réfléchit en permanence. Il n'y a pas très longtemps, on a fait en sorte, on a la chance pour l'instant, les crawlers utilisent justement relativement peu les cookies. Ils ne veulent pas se faire repérer, je pense. Et comme ils refusent les cookies, quelqu'un qui vient sur des sites, sur des URL de recherche, choses comme ça, qui sont assez pénalisantes, s'ils n'ont pas de cookies, on les refuse. Voilà, donc ce qui fait que c'est comme ça qu'on a bloqué énormément de requêtes à notre indexeur qui croulaient. Voilà. Après, l'intérêt, c'est aussi d'essayer de reconnaître quels sont les crawlers qu'on arrive à repérer. Aujourd'hui, quand on en repère un brutal, on le coupe. Et quand je dis couper, c'est violent, hein. Ça m'est déjà arrivé de bloquer un réseau de classe A. C'est un réseau de classe A, c'est un chiffre d'adresse IP et tous les autres sont bloqués. Donc c'est des plages très très grosses. Voilà, quand il y a le feu, on bloque tout et puis terminé. Après, quand vous arrivez à repérer des crawlers, vous pouvez leur interdire l'intégralité des URL qui ne vous intéressent pas. On peut passer on vous interdit tout. Et puis, avec Coar, on aimerait bien réfléchir au fait de partager ça. C'est-à-dire qu'une fois que HAL vous a interdit, vous êtes aussi interdit sur Archive, sur PubMed, etc. C'est-à-dire qu'on vous interdit partout. Il faut voir ça un peu comme de l'anti-spam, en fait, hein, avec toute l'inefficacité ou efficacité qu'on vient lui reconnaître. Mais quand un spammer est repéré, il y a plein de sites qui partagent son adresse et qui refusent tous les mails en provenance de cette machine. On peut très bien faire la même chose vis-à-vis des adresses IP de crawlers. Ça, on laissera forcément passer. Voilà. Après, donc, je dis la question, c'est est-ce qu'on a envie de les interdire partout ou seulement sur une partie ?
Moi, personnellement, je trouve que ce que je voudrais, c'est que déjà, ils se comportent correctement. Correctement, c'est-à-dire on se présente, donc on dit je suis un crawler, à la limite je suis un crawler d'AI. Ensuite, j'écroule pas le site. Ensuite, je respecte le robot.txt. Enfin, il y a des règles comme ça qui étaient respectées avant par la plupart des robots d'indexation dont on parlait. ChatGPT de Google, il va respecter globalement ça. Donc voilà, donc il y a des bons crawlers d'AI. Faut pas être négatif tout le temps. Mais donc à un moment donné, si déjà on arrive à les forcer à travailler proprement, ça sera déjà un grand progrès. Ça ne résout pas les problèmes de droit d'auteur et ce genre de choses. On est hors de ça. Je voudrais ajouter un mot à ce que vient de dire Bruno. Le CFC avait mis en place dès 2017 un outil de repérage des robots de crawling sur les sites de presse. Et pour vous donner une idée de la volumétrie, sur le site d'un quotidien national qui était équipé du service, on avait un robot qui passait toutes les secondes. Donc vous imaginez l'effet que ça peut avoir sur la navigation sur le site internet, donc ce qui fait que l'utilisateur licencié, autorisé ou sur l'accès ouvert forcément se retrouve pénalisé si l'éditeur ne met pas en place des contre-mesures qui sont des serveurs supplémentaires, donc des investissements informatiques. Et donc, au-delà même de la question de droit d'auteur, puisque ces robots passaient pour récupérer du contenu, que ce soit du contenu protégé éditorial comme des données personnelles, bien évidemment, tout ce qui était attaché, sachant que les mises à jour du site Internet en question avaient lieu à peu près tous les quarts d'heure. Et donc, le passage à la seconde n'avait aucun sens, si ce n'est celui de finir par tuer les serveurs du site en question. Peut-être un tout petit complément à mon tour à ce double propos. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'une partie des braconniers sont devenus gardes-chasse, comme souvent, effectivement, et que se sont dit, à force de développer des robots avec une certaine violence, se sont dit, c'est pas possible, les gens en face vont réagir, en fait, forcément. Et plutôt que d'attendre que ce soit le cas, on va le faire, en fait. Donc il y a une partie de gens qui sont devenus white hat, si on peut dire, comme dans le monde des hackers, chapeau blanc, et qui ont développé des sociétés de chasseurs de bots, beaucoup sur la question de comportemental, et qui entretiennent eux-mêmes des registres un peu moins partagés, mais qui sont des registres qui commencent et tous les jours, qui augmentent la série des différents robots, qui les classent d'ailleurs en différentes catégories, et ainsi de suite. Et là, la mutualisation est certainement une des voies intéressantes. Sur beaucoup des sujets qu'on a évoqués, c'est toujours une bonne idée, de toute façon, la mutualisation, enfin très souvent. Là, en l'occurrence, sur les aspects techniques, entre acteurs même publics et privés, la question du partage de ce repérage et de ce nettoyage de données, aussi pour avoir des données cohérentes, parce qu'à mesure qu'une bibliothèque compare du trafic de HAL, de Kern, de Percé, s'il n'y a pas le même nettoyage de robots, il y a des effets de perturbation des séries statistiques assez importants. C'est un petit effet, mais quand même, on sait l'importance qu'on accorde aux usages générés par les plateformes. Si on n'a plus la même façon de le compter, ça sera dur d'avoir des séries statistiques et des éléments d'analyse assez intéressants pour nous, pauvres humains. Juste pour la petite histoire, il y a un mois, c'était en août l'année dernière, on a eu quelque chose qu'on a assimilé à une attaque parce qu'il y a eu 500 000 machines qui, en un mois, nous faisaient 1, 2, 8 requêtes par jour. Je peux vous dire que détecter ça n'a pas été simple. Parce qu'un robot qui vient d'une machine, et on voit que tout de suite, il récupère plein d'URL, donc on sait que ce n'est pas un utilisateur. Mais de plus en plus, et avec l'IA, ça a vraiment augmenté, on a des gens qui viennent de réseaux entiers, de plus en plus grands, voire de plusieurs réseaux. Et donc, quand il y a 500 000 machines qui commencent à vous faire des requêtes, ça fait mal. On a le temps. Moi, je voulais juste apporter une autre illustration par rapport à cette réflexion ouvrir et protéger en parlant des données de la justice. Parce que je travaille dans la justice administrative et donc depuis 2016, depuis la loi de 2016, donc l'État met en œuvre la diffusion de l'intégralité des décisions de justice et de la jurisprudence. Et justement, cette année, il y a eu un rapport d'un groupe de travail, de réflexion qui a été constitué à la demande du ministre de la Justice qui demandait une réflexion sur les conditions de diffusion de la jurisprudence. Et de ce rapport, il y a des préconisations intéressantes qui viennent en complément de ce que vous disiez. Une préconisation, c'est d'anonymiser complètement les décisions de justice, qui est déjà le cas pour les parties, mais on va anonymiser a priori
aussi les noms des magistrats et des greffiers, donc avec aussi toute la question de la fiabilité de ce travail d'anonymisation, mais je pense qu'il y a des outils qui vont se développer pour ça et pour occulter aussi les faisceaux d'indices pour pouvoir repérer, remonter aux personnes. Et puis l'autre préconisation, c'est finalement de faire 2 circuits de diffusion, un libre et gratuit pour le grand public, donc dans cette optique de mise à disposition et de transparence, et un autre circuit où il y aurait moins d'anonymisation et il serait un circuit payant pour les tiers de confiance, les bases de données juridiques. Juste un mot pour vous dire qu'effectivement, au GF2I, on a travaillé sur ce dossier. On a été auditionné par la commission qui a planché. Pour l'instant, ça ne s'est pas traduit encore concrètement par des décisions, mais il semble qu'on s'oriente effectivement vers ces deux voies-là, mais qui posent des problèmes pour les professionnels du droit. Assez rapidement, par rapport à la préconisation d'anonymisation, il y a une levée de bouclier de la part des avocats qui considèrent, sans doute à juste raison, ça c'est le juriste en moi qui le dit, qui le pense, que certaines décisions totalement anonymisées n'ont plus de sens et qu'il y a besoin de conserver ce sens. Donc il y a une vraie difficulté. Tout à fait d'accord. De toute façon, l'anonymisation parfaite n'existera pas. Elle existera dans un temps particulier, mais il faut complètement faire disparaître les données si vous ne voulez pas qu'il y ait d'informations qui sortent. En revanche, la question de ces 2 circuits, des tiers des confiances, on le fait au niveau bancaire et on arrive à avoir une certaine confiance dans le système qui fait qu'à un moment, on est capable de pouvoir aller chez un commerçant et mettre un bout de plastique ou son téléphone sur un appareil et ensuite le reste est magique. Ben non, il n'est pas magique parce qu'il y a des systèmes de confiance, de vérification et d'interopérabilité entre les acteurs. Et ça s'est construit par de la régulation et pas que par la loi. Ça s'est construit par de la régulation syndicale, professionnelle, auto-organisée aussi du secteur. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On rend transparent le système, on permet à pouvoir, là en l'occurrence, accéder à une information qui est importante. Par contre, on vérifie qu'elle n'est pas absorbée, et c'est là la question de l'IA, qu'elle n'est pas absorbée massivement par des opérateurs qui n'ont aucune limite. Une dernière question, Ghislaine ? Alors moi, je vais prendre le point de vue des usagers. C'est-à-dire qu'imaginons que demain, les moteurs de recherche, on ne les utilise plus, on utilise des IA génératives et qu'on préfère utiliser comme ça ce genre d'outils pour avoir de l'information. Ça veut dire que le rapport de force, il est renversé. C'est-à-dire que si on veut que les contenus de qualité soient visibles et cités dans les réponses de ces outils grand public, compris le dessus, que ce soit le chat, Perplexity, ChatGPT, que moi j'utilise tous les jours, par exemple, est-ce que protéger, c'est pas la mauvaise stratégie? Alors, je reviens sur les négociations qu'il peut y avoir des éditeurs de contenu et ces grands outils, mais je me pose la question, HAL, par exemple, qui sort énormément dans les réponses quand on fait une réponse sur Google, une question sur Google. Demain, toutes les publications de HAL ne sortiront pas quand j'utiliserai Perplexity. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Alors c'est pour ça que je disais que nous, notre objectif, c'est pas d'empêcher les IA de venir nous crawler. On ne veut pas qu'ils viennent nous crawler de façon sauvage. Ça, c'est un point important. Et encore une fois, techniquement parlant, c'est ça. Après, au niveau des licences, il y aura peut-être des choses, mais ça, pour l'instant, c'est un peu hors de ma portée. Mais nous, ChatGPT, il vient tranquillement, il récupère 40 000 pages par jour, et c'est très bien. Mais encore une fois, je parle purement techniquement, je ne parle pas au niveau licence. Je suis d'accord qu'au niveau des licences, ça pose problème, puisque nous, la licence de HAL, les auteurs nous ont donné un droit de diffusion, et c'est tout. Et on ne transmet pas de droit au lecteur, à part le fait de lire les choses. Donc quelqu'un qui utilise les articles en voulant les rediffuser, etc., il ne suit pas la licence. Donc nous, on affiche une licence qui est la licence minimum comme Arcaille, en fait. C'est l'auteur a dit, on vous autorise à mettre ça sur votre site web. Et nous, c'est tout. Et c'est ce qu'on fait.
Après, l'usage que peuvent faire les IA de ça, c'est hors de notre portée. C'est eux qui sont en désaccord avec la licence et ce genre de choses. Très largement. Non, non, et tout à fait, dès qu'elles peuvent passer. Oui, il n'y a pas une interdiction. En plus, si on interdisait à ChatGPT de venir, c'est tous les autres qui se comportent mal en disant « je ne suis pas ChatGPT », eux, ils auraient le droit de passer. Et puis ChatGPT qui est honnête, qui fait ça en disant je viens en tant que ChatGPT, je vous écroule pas, je respecte votre robot.txt, lui on l'interdirait. Alors, ça c'est techniquement parlant, encore une fois, je parle vraiment techniquement, ça serait gênant de dire les gentils on les punit et puis les autres on les laisse faire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et, tout à fait, énormément. Tu dois le voir dans Perplexity ou dans ChatGPT, ça remonte assez largement. Qui sont très ciblés. On a vu d'ailleurs un certain goût des robots pour les archives institutionnelles, les propos scientifiques, puisqu'ils cherchent la source et que tout ce qui s'assimile à une source citable les intéresse beaucoup. Peut-être un léger complément, avant vraiment de vous libérer pour la pause, qui est effectivement, moi je pense qu'il faut profiter de ce moment pour s'interroger. On est tous accros au référencement naturel, en termes de plateformes et d'opérateurs. Beaucoup trop. On a été paresseux. On a laissé des robots faire un travail qui était celui des plateformes qui ont des usagers, qui ont des finalités, qui ont une gouvernance. Aujourd'hui, pourquoi passer par la case Google et ChatGPT pour retrouver l'archive qui est celui de HAL, de Cairn, d'Open Edition, de tout ce qu'on veut? Et effectivement, il faut qu'on puisse aussi compter sur des forces propres, en partie. Et aujourd'hui, travailler des communautés et des usages plus directs pour ne pas systématiquement leur mettre dans les mains l'ensemble des éléments, par la mutualisation, par la fortification un petit peu de nos réseaux de diffusion, là-dessus, c'est des voies qui sont à explorer, ne serait-ce qu'en partie. Valérie mentionnait ce matin les logiques de coopérative, la logique de mise en coopération des différents acteurs qui œuvrent à la circulation des savoirs, avec des finalités et des missions connues, claires, qui ne sont pas celles du grand capital de la Silicon Valley. Il faut qu'on puisse fortifier ce canal-là autant que possible. Et ça pose des questions en termes de responsabilité d'utilisateur. Est-ce que je vais poser une question à ChatGPT si je veux lire et trouver les bonnes références sur HAL? Ça veut dire augmenter la valeur d'usage de nos services, mais aussi en tant qu'utilisateur, ça m'interroge. Je vais griller effectivement de l'énergie, dépenser de l'eau dans des proportions incroyables, renforcer la fortune d'une centaine de milliardaires dans la Silicon Valley. Effectivement, il y a des formes de responsabilité qu'on doit avoir des deux côtés, en termes de valeur d'usage des services et de mise à niveau en partie par rapport à ces nouveaux cas d'usage, mais aussi du côté de l'utilisateur. Et on sait que beaucoup d'utilisateurs sont très responsabilisés par rapport à ça. Donc il y a aussi une voie où il ne faudra pas trop se leurrer sur la volonté de ces acteurs à constituer ou à faire un peu le jeu des acteurs qui soient publics ou privés, de l'information, par exemple, scientifique et technique. Donc, compter sur ses propres forces, en partie en tout cas. Merci Thomas. Merci à tous les participants de la table ronde.